Imaginez le son. Ce sifflement aigu, terrifiant, qui déchire le ciel bleu au-dessus d'une province frontalière paisible. Puis, le silence. Un silence lourd, oppressant, qui dure une fraction de seconde avant que le sol ne tremble et qu'une boule de feu ne monte vers les nuages. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une simulation. Ce qui vient de se passer, là, sous nos yeux, c'est peut-être la première note du requiem de notre monde tel que nous le connaissons. Une roquette iranienne vient de frapper le sol de la Turquie. La Turquie, un membre de l'OTAN. Laissez cette information s'infiltrer dans votre esprit un instant. L'article 5, la défense collective. La guerre mondiale, non plus comme une menace lointaine, mais comme une réalité technique qui vient d'être activée dans la poussière de la province de Hatay. Je sais ce que vous ressentez en ce moment. Je le ressens aussi, cette boule au ventre, ce mélange d'incrédulité et de peur sourde. On se dit que ce n'est pas possible, qu'ils vont arrêter, que quelqu'un va tirer sur le frein à main. Mais regardez autour de vous. Regardez les visages des diplomates à la télévision, écoutez les tremblements dans les voix des journalistes sur le terrain, personne ne tire sur le frein. Au contraire, tout le monde appuie sur l'accélérateur, les yeux bandés, fonçant droit vers un mur de béton. Ce n'est plus une crise normale. Oubliez tout ce que vous avez appris sur la diplomatie traditionnelle. Ce que nous vivons en ce moment, c'est l'effondrement simultané de tous les garde-fous qui maintenaient notre planète en équilibre. L'Iran menace d'éliminer physiquement Benjamin Netanyahou. L'Espagne, notre voisine européenne, accuse l'Allemagne de trahison en plein sommet diplomatique. Le Qatar, ce géant gazier dont dépend notre survie énergétique, vient de fermer les vannes pour le monde entier. Honnêtement, même moi, qui ai passé des années à décrypter les jeux de pouvoir et les mensonges d'État, j'ai du mal à croire à la vitesse à laquelle tout cela se désintègre. C'est comme si le scénario avait été écrit par un fou. La question n'est plus de savoir si le conflit va exploser, mais combien de temps il nous reste avant que l'onde de choc ne brise nos fenêtres. Restez avec moi, car nous devons plonger dans les entrailles de ce chaos. Nous devons comprendre pourquoi, soudainement, les alliés les plus proches de l'Amérique lui tournent le dos. Une nouvelle brisante nous arrive tout droit de Dubaï, et elle change absolument tout. Si vous pensiez avoir 5 minutes de répit dans cette guerre de l'information, vous vous êtes lourdement trompé. Commençons par ce revirement spectaculaire, presque théâtral, des Émirats arabes unis. C'est une information qui devrait faire la une de tous les journaux, en caractères gras et rouges, mais que beaucoup essaient d'étouffer. Les Émirats viennent officiellement de tirer le frein d'urgence. Ils se positionnent soudainement et brutalement contre Donald Trump. C'est une dépêche urgente qui vient de tomber. Les Émirats arabes unis refusent désormais officiellement aux États-Unis l'utilisation de leur espace aérien pour toute opération contre l'Iran. Attendez une seconde. Rembobinons. Comment est-ce possible ? Pas plus tard qu'hier, toute la presse occidentale, tous ces experts en costume cravate sur les plateaux télé, nous jurèrent la main sur le cœur que les Émirats allaient participer aux frappes. On nous vendait une coalition unie, solide, prête à en découdre. Était-ce un mensonge, une illusion d'optique ? Ou avons-nous simplement refusé de voir la réalité en face ? Il est fort possible, et c'est même la thèse la plus probable aujourd'hui, que les pays du Golfe soient en train de réaliser qu'ils ont été dupés. Imaginez la scène dans les palais dorés d'Abu Dhabi. Les dirigeants regardent les cartes, regardent leur stock d'armes, et réalisent une vérité glaciale. Ils ont gardé le silence. Ils ont accueilli les bases américaines, ils ont offert leur sol, tout cela en échange d'une seule chose, une promesse. La promesse que l'Amérique les protégerait le jour venu. Mais le jour est venu. Les attaques ont commencé. Et où est le bouclier américain ? Il est invisible. Pire, il est inexistant. Les États-Unis refusent même de réapprovisionner les stocks de missiles de défense aérienne dont les Émirats ont désespérément besoin. C'est un choc psychologique immense pour le Golfe. Ils comprennent soudain qu'ils sont sacrifiables. Qu'aux yeux de Washington, leur sécurité ne vaut rien comparée à celle d'Israël. C'est une trahison perçue comme mortelle. Et les conséquences sont catastrophiques pour les États-Unis. Car les Émirats ne sont pas juste un partenaire, c'est le pivot central, l'endroit où réside une base américaine majeure. Si cette base devient inopérante, c'est toute la stratégie américaine au Moyen-Orient qui s'effondre comme un château de cartes. Mais avant d'analyser la suite de cette cascade de catastrophes, je dois vous poser une question brutale. Jusqu'où iriez-vous pour quelqu'un qui vous a promis de vous protéger, si vous réalisiez, au moment où le couteau est sous votre gorge, qu'il ne lèvera pas le petit doigt ? Cela m'amène à une réflexion que nous évitons souvent, car elle est inconfortable. Dans la vie, comme en politique, nous construisons nos relations sur une monnaie invisible, la confiance. Nous pensons que la loyauté est une ligne droite, un contrat indéfectible. Mais la vérité, c'est que le pouvoir ne connaît pas la loyauté. Le pouvoir ne connaît que l'utilité. Quand vous devenez un coup plutôt qu'un atout, la main qui vous serrait hier est celle qui vous lâche aujourd'hui au-dessus du vide.
Nous voyons les nations comme des entités morales, mais ce sont des monstres froids. Et cette froideur, cette capacité à sacrifier l'allié d'hier pour l'intérêt d'aujourd'hui, c'est peut-être la leçon la plus dure que l'être humain doit apprendre. La trahison n'est jamais un accident, c'est toujours un calcul. Revenons sur le terrain car le calcul, justement, est en train de devenir sanglant. Et là, ça s'accélère coup sur coup. Selon des rapports militaires qui nous parviennent à l'instant, l'Iran aurait attaqué la Turquie. Une roquette iranienne a traversé les frontières pour frapper le sol turc. L'OTAN est en état d'alerte maximale et part du principe qu'il s'agit d'un acte intentionnel. Détaillez la scène avec moi. Le ministère turc de la Défense confirme que la défense aérienne a intercepté un projectile. Il a été stoppé juste avant de pénétrer profondément l'espace aérien, mais les débris, ces morceaux de métal brûlants, sont tombés dans la province de Hatay. Heureusement, il n'y a ni mort, ni blessé pour l'instant. Mais l'impact politique est plus dévastateur qu'une bombe nucléaire. Pourquoi ? Parce que la trajectoire est folle. Le missile a survolé l'Irak et la Syrie pour atteindre la Turquie. L'OTAN affirme que c'est délibéré. Mais réfléchissez une seconde. Logiquement, cela placerait la Turquie dans une position où elle aurait intérêt à voir l'Iran affaiblir les Kurdes. Ou du moins, la Turquie pourrait être tentée d'aider l'Iran contre une force kurde soutenue par les USA. Et soudain, boum, une roquette iranienne frappe la Turquie. C'est incohérent. C'est stratégiquement suicidaire pour l'Iran de se mettre à dos la Turquie, la deuxième plus grande armée de l'OTAN, à ce moment précis. Alors, permettez-moi d'être sceptique. Permettez-moi de douter de la version officielle. Est-ce que ce ne serait pas trop propre ? Est-ce que nous n'assistons pas à ce qu'on appelle une opération false flag, une fausse bannière ? Imaginez le scénario. Israël ou une faction occulte tire rapidement sur la Turquie et fait porter le chapeau à l'Iran. Pourquoi ? Pour forcer la Turquie à choisir son camp ? Pour s'assurer qu'Erdogan ne bascule pas du côté de Téhéran ? Cela vous semble complotiste ? Peut-être. Mais regardez le passif. Regardez comment on nous a menti sur les bases secrètes de la CIA en Arabie Saoudite. Regardez comment le New York Times rapporte soudainement que l'Iran veut négocier, alors que Téhéran hurle qu'il ne veut aucun contact. On nage en plein délire. Un conseiller de Khamenei, Mohammad Mokber, l'a dit clairement à la télévision d'État. Nous n'avons aucune confiance en les Américains. Il n'y a aucune base de négociation. Nous pouvons continuer cette guerre aussi longtemps que nous le voulons. C'est clair, non ? Ils savent qu'ils seront dupés. Et quand on entend le secrétaire américain à la Défense dire qu'il veut, je cite, « tuer tous les mollahs », on comprend pourquoi la diplomatie est morte et enterrée. Cette situation, où la vérité est voilée par des couches de mensonges tactiques, me force à vous poser cette question. Si vos yeux vous disent une chose, mais que votre instinct vous crie le contraire, qui écoutez-vous ? C'est là que nous touchons au cœur noir de la stratégie humaine. La guerre moderne n'est pas seulement un champ de bataille avec des chars et des avions, c'est un théâtre d'ombre. Ce que nous voyons, une requête, une déclaration, une alliance, n'est souvent que la surface de l'eau. En dessous, il y a les courants marins, invisibles et mortels. La manipulation est l'art de faire croire à l'ennemi, et parfois à son propre peuple, que le suicide est la seule option de survie. Nous sommes conditionnés à croire ce que nous voyons. Mais dans ces moments de crise extrême, la vérité est la première victime. Comprendre que nous sommes des pions sur un échiquier dont nous ne voyons même pas les bords, c'est terrifiant. Mais c'est aussi le premier pas vers la lucidité. Ne regardez pas la marionnette, cherchez les fils. Mais les fils, justement, sont en train de s'en mêler de manière spectaculaire, et cette fois-ci, c'est personnel, l'Iran ne se contente plus de frapper des bases ou des territoires, ils visent la tête. Ils viennent d'annoncer de manière glaçante qu'ils font la chasse à l'homme. La cible ? Benjamin Netanyahou. La presse indienne rapporte des propos d'un ancien chef des gardiens de la Révolution qui font froid dans le dos. Ils disent « Nous savons où il est ». Ils affirment avoir infiltré les réseaux, savoir où le Premier ministre israélien tient ses réunions secrètes. Ils prétendent que leur base de données de renseignement est complète. C'est une menace directe d'assassinat. Imaginez l'ambiance à Tel Aviv en ce moment. La paranoïa doit être totale. Ils affirment aussi que les États-Unis et Israël bombardent des sites vides en Iran, parce que Téhéran a déjà évacué ses bases de missiles souterraines. C'est un jeu du chat et de la souris à une échelle apocalyptique. Je peux très bien imaginer le scénario. L'Iran, blessé, humilié, attend le moment précis. Ils attendent que Netanyahou rencontre ses généraux, peut-être dans un bunker, peut-être dans une villa sécurisée. Et là, une de ces nouvelles raquettes hypersoniques, celle qu'on ne peut pas arrêter, qui s'abat en quelques minutes. Après la mort de figures clés du régime, la soif de vengeance à Téhéran n'est pas politique, elle est viscérale, elle est religieuse. Mais le chaos ne s'arrête pas au Moyen-Orient. Il traverse la Méditerranée et vient fracturer l'Europe elle-même. Et c'est là que ça devient pathétique pour nous, Européens.
Regardez ce qui se passe entre les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne. C'est du jamais vu. Donald Trump a publiquement humilié l'Espagne, qualifiant son comportement de terrible parce que Madrid refuse que l'armée américaine utilise ses bases pour attaquer l'Iran. Le Premier ministre espagnol, Sanchez, tient bon. Il dit que Trump joue à la roulette russe avec des millions de vies. Mais le pire, c'est la réaction de l'Allemagne. L'Espagne accuse maintenant le chancelier allemand, Merz, de trahison. Oui, vous avez bien entendu. Trahison. Lors d'une réunion dans le bureau ovale, alors que Trump insultait l'Espagne, Merz n'a rien dit. Il a gardé le silence. Il a laissé son partenaire européen se faire piétiner pour ne pas froisser l'empereur américain. Trump a même dit qu'il pourrait simplement entrer et utiliser les bases espagnoles, avec ou sans permission. Et le chancelier allemand, muet. On voit clairement la fissure devenir un canyon. L'Union européenne, qui nous parle matin, midi et soir de solidarité, de force, d'unité, est en train de se ridiculiser aux yeux du monde. Sur la migration, sur la Russie, sur l'énergie, et maintenant sur l'Iran, l'Europe est un navire sans capitaine où chaque officier essaie de sauver sa propre peau en jetant les autres par-dessus bord. Face à cette lâcheté diplomatique, je vous demande, à quoi sert une alliance si, au moment où la tempête frappe, chacun ferme sa porte à double tour? Réfléchissons un instant à la nature du courage. On pense souvent que le courage, c'est de charger l'ennemi le fusil à la main. Mais le vrai courage, le plus rare, c'est celui de dire non à un ami puissant quand il a tort. C'est de risquer sa position pour défendre un principe. Ce que nous voyons aujourd'hui en Europe, c'est la maladie de la complaisance. C'est la peur de déplaire qui mène à la complicité. Quand les dirigeants choisissent le confort du silence plutôt que le risque de la vérité, ils ne protègent pas leur peuple, ils préparent sa chute. Le silence n'est jamais neutre. Le silence, dans ces moments-là, est un aveu de faiblesse qui invite les prédateurs à attaquer. Et les prédateurs, ils sentent l'odeur du sang, surtout quand la proie est affaiblie économiquement. Car si vous pensiez que les missiles étaient votre seul problème, attendez de voir ce qui arrive à votre portefeuille. C'est une nouvelle qui pourrait faire plus de mal à l'Europe que n'importe quelle explosion. Le Qatar, ce petit pays qui tient le monde par le robinet du gaz. Le Qatar vient de déclarer l'état d'urgence national et a stoppé toutes ses livraisons de gaz. Lisez bien sur mes lèvres, toutes les livraisons. Pour l'Europe, c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque. Le Qatar est le deuxième plus grand producteur de GNL, gaz naturel liquéfié, au monde. Ils disent qu'il faudra 2 semaines pour redémarrer après une fermeture complète, et 2 autres semaines pour retrouver la capacité. 1 mois. 1 mois sans gaz alors que nous sommes déjà dans la plus grande crise énergétique de l'histoire. C'est une catastrophe absolue. L'Allemagne est déjà à genoux. Le détroit d'Ormuz est bloqué, et maintenant le Qatar ferme les vannes. C'est le scénario du pire qui devient réalité. Regardez les prix à la pompe en Allemagne. On bat des records historiques. Le diesel, l'essence, tout explose. On parle de 2,49 €, voire plus. Une augmentation de 30% en quelques jours. Imaginez ce que cela signifie pour le chauffeur de taxi, pour l'entreprise de transport, pour la mère de famille qui doit emmener ses enfants à l'école. C'est l'asphyxie. Et ce n'est que le début. L'industrie allemande, moteur de l'Europe, ne peut pas tourner sans énergie. Des usines vont fermer, le chômage va grimper, l'inflation va manger ce qui reste de votre épargne. Ce qui se passe dans le désert du Moyen-Orient va geler vos maisons cet hiver et vider vos frigos. C'est ça, la réalité de la guerre globalisée. Il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous dans l'arène. Le peuple, comme toujours, sera celui qui paiera l'addition salée des jeux de guerre des élites. C'est cette injustice flagrante qui rend ce conflit si dangereux, si explosif socialement. L'Iran menace Netanyahou. L'OTAN est entraînée dans la danse. Les pays du Golfe lâchent Washington. L'Europe se déchire. Et l'énergie est coupée. Ce n'est pas juste une période difficile. C'est le moment de bascule. C'est l'instant où l'histoire retient son souffle, avant de décider si elle plonge dans les ténèbres ou si elle trouve une miraculeuse lumière. Alors, avant de conclure, une dernière pensée s'impose. Est-ce que la vengeance est une stratégie viable? L'Iran veut se venger. Israël veut se venger. Les États-Unis veulent punir. Nous sommes enfermés dans un cycle de violence mimétique. Œil pour œil, et le monde finira aveugle, disait Gandhi. Cela sonne comme un cliché, mais regardez où nous sommes. La soif de vengeance est un feu qui dévore celui qui le porte avant même de toucher sa cible. Les nations agissent comme des individus blessés, guidés par l'ego et la rage, oubliant que la victoire sur des ruines n'est pas une victoire. C'est un suicide collectif déguisé en justice. Nous sommes au bord du précipice. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, la roquette en Turquie, la trahison des Émirats, la lâcheté européenne, le blocus du gaz, ce sont les symptômes d'un monde qui a perdu sa boussole. Je vous laisse avec cette question qui me hante et qui devrait vous hanter aussi.
Pensez-vous que cette attaque sur la Turquie était vraiment l'œuvre de l'Iran, ou assistons-nous à une manipulation machiavélique pour nous forcer la main dans une guerre que personne ne peut gagner? La réponse à cette question pourrait déterminer si demain sera un jour de paix ou le premier jour de l'hiver nucléaire. Réfléchissez-y. Analysez les faits. Ne prenez rien pour argent comptant. Dans un monde de mensonges, votre esprit critique est votre seule arme. Restez vigilant. L'histoire s'écrit maintenant, et malheureusement, elle s'écrit avec du sang.